Donc, pour ce qui est du déroulement de notre événement, on va commencer avec un petit mot de bienvenue de nos administratrices. Puis ensuite, moi, je vais vous parler un peu d'un des projets sur la participation citoyenne que nous, on mène ici à Concertation Montréal, dont le projet MTL. Finalement, la partie centrale de notre événement aujourd'hui, on aura un échange avec la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Madame Dominique Olivier, qui est ici avec nous en studio. On va parler un peu plus de leur expérience sur la participation publique en temps de pandémie, dans ce contexte très particulier. Et donc c'est ça. Sans plus tarder, j'inviterai Madame Karine Boivin-Roy, qui est vice-présidente des élus municipaux de Concertation Montréal, de venir nous partager quelques mots. Madame Boivin-Roy, c'est à vous. Merci, Madame Travers. Alors, bonjour à tous. Bonjour à vous qui êtes en studio, Madame Travers et Madame Olivier. Alors, je suis avec vous, bien sûr, à distance. Ça me fait un grand plaisir d'être aujourd'hui pour être avec vous, pour présenter cet événement là, de Concertation Montréal. Évidemment, Concertation Montréal est un fier partenaire de l'agglomération et de la ville de Montréal. Alors, merci à tous et à toutes d'être présents parmi nous, même si sur la formule virtuelle ce mardi après-midi, je vous souhaite la bienvenue chaleureusement. Alors, nous poursuivons notre série des rendez-vous de CMTL avec une première édition virtuelle qui porte sur la participation publique dans ce contexte particulier de la pandémie, un sujet qui nous tient tous et toutes à cœur. Les rendez-vous de CMTL sont l'occasion de nous retrouver régulièrement entre membres et partenaires de CMTL afin d'assister à des conférences sur des sujets diversifiés en lien avec des enjeux montréalais. La participation citoyenne est au cœur de nos efforts collectifs à Concertation Montréal. On en est d'ailleurs très fiers et nous menons plusieurs activités à cet effet. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, notre accompagnement des conseils jeunesse d'arrondissement, qui est une de nos activités en participation des jeunes, en plus du soutien à notre instance, le Forum jeunesse de l'île de Montréal. On pense aussi à Leadership Montréal, qui vise la parité et la diversité dans les CA, ou notre projet MTL, qui favorise la participation des femmes dans la vie démocratique, dont vous allez entendre un peu plus parler dans quelques minutes. Aussi, notre réseau de membres et partenaires, qui reflète les diverses voix des groupes sur l'île de Montréal, fait en sorte que Concertation Montréal mobilise et soutient des activités de participation publique sur divers enjeux, dont la transition écologique, le développement économique ou les nouvelles technologies. Peu importe l'activité, une chose est certaine, la participation publique plurielle et inclusive est un enjeu central pour nous. Depuis l'arrivée de la pandémie, plusieurs activités de participation ont été annulées ou reportées. De plus en plus, des consultations virtuelles remplacent les consultations présentielles. Notre grand partenaire, l'OCPM, est un acteur clé pour la participation publique à Montréal et est évidemment bien placé pour nous partager ses impressions, ses idées, ses leçons tirées sur la participation dans ce contexte bien particulier de la pandémie. Alors, c'est pour cela qu'on les a invités à venir partager ces nouvelles connaissances avec nous cet après-midi. Et sans plus tarder, je nous dis à tous et toutes bon événement. Et Madame Travers, je vous redonne la parole pour la suite de l'événement. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Madame Boivin-Roy. Oui, donc j'ai le grand honneur aussi de vous présenter un peu plus le projet MTL sur lequel je travaille déjà depuis quelques années. Donc, le projet MTL est un projet qui vise à promouvoir la participation des femmes et de la diversité des femmes dans la vie démocratique ici à Montréal. C'est un projet de recherche-action sur 3 années, donc de 2017 à 2020, qui est financé par Femmes et Égalité des genres du gouvernement canadien et qui est mené de concert avec 2 autres organisations, donc avec la Coalition montréalaise des tables de quartier et aussi avec Relais Femmes. Donc, c'est un projet, justement, qui est quand même assez linéaire, dans le sens où la première étape, c'était vraiment d'établir un état de lieu. C'est où notre point de départ? Où est-ce qu'on commence? Quel est l'état actuel de la participation des femmes à Montréal? Ensuite, d'identifier des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement augmenter le nombre de femmes qui participent et la diversité de femmes qui sont présentes? Et ensuite, c'est expérimenter. Maintenant, on a des bonnes idées pour nos solutions, mais est-ce que concrètement, ça porte fruit? Donc, une phase d'expérimentation et finalement, l'identification et diffusion de bonnes pratiques.
Donc, rapidement, pour faire le tour un peu de tout ce qu'on aurait déterminé, dans l'état des lieux, pour vous dire aussi, c'est quand même assez rigoureux comme méthodologie. Donc là, on parle de 65 observations. On a fait des groupes de discussion, des entretiens avec les citoyennes et aussi avec les personnes qui organisent et animent les séances de participation citoyenne. On a fait une revue de la littérature et cela nous a permis vraiment de confirmer nos hypothèses. Donc, premièrement, que oui, les femmes sont moins présentes. Et deuxièmement, quand on met nos lunettes de ACS+, c'est l'analyse comparative selon les sexes, on voit que la diversité des femmes est encore moins représentée. Donc, on a par la suite organisé un forum d'échange où plus de 75 personnes sont venues. Donc, on parle de citoyennes, d'élus, de représentatives d'organisations qui organisent des événements en consultation publique, de tables de quartier, pour mettre nos têtes ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire face à ces enjeux-là. Donc, la première chose, c'est qu'on a validé qu'effectivement, les constats qu'on a eus dans l'état des lieux sont valides, sont effectivement les problématiques et les barrières à la participation auxquelles font face les femmes à Montréal. Et deuxièmement, on a fait des sessions d'idéation, donc pour vraiment essayer de trouver des solutions à ces barrières-là qui nous ressemblent ici comme femmes montréalaises. Donc, ensuite, c'est la phase d'expérimentation. Donc, c'était vraiment super intéressant d'avoir cette phase-là. Donc, on a signé ici 8 protocoles d'entente avec nos partenaires municipaux et paramunicipaux, dont l'Office de consultation publique de Montréal, entre autres. Et avec ces partenaires, on a mis en place différents projets d'expérimentation. Donc, pour vraiment essayer de tester, de faire des projets pilotes pour voir sur le terrain qu'est-ce que ça ressemble si on met en place des légères modifications à nos pratiques. Est-ce que cela a un impact ou non sur la participation des femmes et sur la qualité de leur participation? Donc là, on parle de plus de 115 moments de participation qui ont été mis en place et aussi évalués. Donc, il y avait toute une évaluation qui a été faite aussi. On a collecté, en plus de ces séances d'évaluation, aussi plus de 500 sondages qui ont été analysés. Donc, tout ça nous a permis de cibler et d'identifier 23 pratiques prometteuses. Donc, c'est bien beau de vous parler de 23 pratiques prometteuses. Nous, on voulait aller un peu plus loin. Donc, ce qu'on a proposé de faire, c'est de développer une trousse d'outils où on retrouve ces 23 pratiques prometteuses. On retrouve aussi une proposition d'une démarche intégrée où vous pouvez les mettre en place. Et dans les 23 pratiques prometteuses que vous allez trouver dans la trousse aussi, vous allez également trouver la façon de les mettre en place, de l'adapter à votre milieu et de concrètement trouver des exemples de succès, où est-ce que ça a déjà été expérimenté et où est-ce que ça a porté fruit ici à Montréal. Donc, tout ça sera lancé dans un événement. Donc, je vais faire un petit pitch. Notre événement serait le 10 décembre. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux à Concertation Montréal, justement pour savoir comment vous pouvez participer à cet événement-là, où on va tout dévoiler. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre période de dialogue avec Mme Dominique Olivier. Donc, Dominique Olivier est présidente de l'Office de consultation publique de Montréal depuis 2014. Au cours de son mandat, elle a transformé les pratiques de l'organisation en favorisant l'expérimentation de nouvelles techniques de participation. À ce jour, plus d'une trentaine de mandats de consultation ont été réalisés sous sa présidence. La nature des mandats est en constante évolution. Madame Olivier est l'une des figures actives de la réflexion sur les nouveaux enjeux de participation publique. Madame Olivier, bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, premièrement, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qu'est-ce que c'est cet Office de consultation publique de Montréal? Bien sûr. Alors, l'Office de consultation publique de Montréal, c'est une institution paramunicipale qui est indépendante, qui est un tiers neutre, inscrit à la charte de la ville. Donc, ça, c'est important parce qu'on n'est pas tant que ça d'organismes qui sont inscrits là. C'est-à-dire que ça relève de l'intention, je dirais, du gouvernement supérieur de s'assurer qu'on ait une certaine pérennité. Et ceci nous permet donc d'agir comme tiers neutre. Et notre rôle, c'est de faire certaines consultations à la ville. On est donc enchâssés, nos budgets sont enchâssés, la présidence et les employés ne sont ni des élus ni des fonctionnaires municipaux. On n'a aucun intérêt dans les projets qu'on analyse. On est vraiment une fabrique de consultation publique.
Et en termes de mandat, ben, certains sont inscrits directement dans la charte, comme par exemple toutes les modifications qui se font au plan d'urbanisme, mais il y a aussi d'autres mandats qui peuvent nous être octroyés, comme on peut le voir dans la diapo. Les projets immobiliers, des objectifs de planification urbaine, par exemple, quand on veut avoir un programme particulier d'urbanisme, qu'on veut demander aux citoyens ce à quoi ça pourrait ressembler. Tous les projets institutionnels, les sites patrimoniaux et aussi le droit d'initiative, qui, ça, c'est récent, c'est-à-dire que c'est arrivé dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités, qui permet aux citoyens de réunir un certain nombre de signatures pour pouvoir obtenir une consultation publique sur un sujet d'intérêt. Pour vous donner un exemple, la dernière qu'on a faite, c'est celle sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la Ville, dont le rapport est sorti en juin dernier. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment une instance super importante pour notre ville ici et exemplaire aussi en termes d'innovation et d'adaptation. Donc, j'imagine sur ce aussi que votre travail a dû vraiment être impacté par ce contexte particulier de la pandémie qu'on vit actuellement. Comment est-ce que vous avez pu répondre à ces nouveaux enjeux? Oui, c'est évident. Pour nous, on était vraiment impactés. C'est-à-dire que au moment où, au mois de mars l'année dernière, sont arrivées les directives de changer, de transformer en fait toutes nos consultations qui étaient des consultations en présentiel, c'était prévu déjà dans la loi, qu'il y avait des assemblées publiques qui devaient se dérouler dans des lieux bien particuliers et tout. Quand on nous a dit remplacer tout ça par des consultations virtuelles, je vous dirais qu'au premier abord, je pense que personne n'avait anticipé qu'on serait pendant si longtemps dans cette crise de pandémie. Comme nous, on était en train de rédiger nos rapports, qu'on n'avait pas vraiment de séances publiques qui devaient tenir lieu. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on en a profité pour parler aux gens qui avaient participé à nos processus de consultation depuis 2 ans. On a fait une grande enquête où on a parlé, enfin, on avait un questionnaire en ligne qui a eu près de 500 répondants. On a parlé directement en entretien téléphonique à 92 personnes qui avaient participé juste de façon orale dans nos derniers exercices. On a fait des entretiens individuels dirigés avec les promoteurs, les représentants de la ville, les organismes communautaires. Puis je dirais au cœur 3 questions. La première, est-ce qu'on peut consulter en temps de pandémie ou ce serait mieux qu'on se mette sur pause nous aussi puis qu'on attende des jours meilleurs? Ce à quoi les gens étaient unanimes, il faut reprendre le plus rapidement possible les processus démocratiques. On dit, bon, dans la mesure où on peut reprendre les processus démocratiques, comment aimeriez-vous être consulté? C'est quoi les freins que vous pourrez rencontrer qui pourraient faire en sorte que vous ne participeriez pas? Et les gens nous ont effectivement, je dirais, mis en tête un certain nombre de processus qui pouvaient être des freins à la participation, le peu de maîtrise de l'écrit, l'accès, par exemple, à tout ce qui est technologie, la maîtrise même de ces technologies-là. Donc ça, c'était intéressant pour nous aussi. Et l'autre chose, c'était une question de timing. Ben, est-ce qu'on peut commencer dès l'été à vous consulter? On a eu, depuis ce temps de pandémie, 3 mandats. Un sur la modification des hauteurs et un projet immobilier dans Ville-Marie. On a eu un programme particulier d'urbanisme, donc pour changer vraiment l'urbanisme dans le secteur des faubourgs. Ça, c'est autour de Radio-Canada et la Molson. Ça vous donne une idée des enjeux. Et on a eu un projet d'école dans Griffintown. On sait que ce nouveau quartier qui est sorti du sol de rien manque cruellement d'équipements publics. Donc, ça a été pour nous des champs d'expérimentation intéressants d'une méthode de participation virtuelle. Et justement, j'imagine que vous avez dû vous adapter en termes de votre méthodologie, de votre approche à une participation en consultation publique. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez pu réaliser justement ces consultations publiques-là? Oui. Bien, je vous dirais, au point de départ, pour nous, ce qui était important, c'était, alors que tout le monde se jetait un peu pour savoir quelle plateforme va être la meilleure pour qu'on puisse faire ça, va pouvoir faire tout ce dont on a besoin, nous, on a arrêté notre réflexion en se posant la question, quels sont les principes de base de nos consultations qu'on veut qu'ils soient préservés dans l'espace virtuel? Alors, bien sûr, la transparence, l'accessibilité,
c'était vraiment au cœur de nos processus et bien sûr, la question de crédibilité. Donc, on voulait être sûr que les gens croiraient aux résultats de notre façon de faire, mais que notre façon de faire, au point de départ, incluait tout le monde. Et on s'est rendu compte que dans ces réflexions-là, parfois, l'innovation, elle est dans le retour aux bonnes vieilles méthodes. On a développé une méthode en 5 étapes. On a une diapo qui la présente sur comment participer à une consultation à distance. Et d'abord, bien sûr, on mettait la consultation en ligne. Donc, toute la documentation nécessaire était en ligne. Ensuite, nous, normalement, dans notre façon de faire, on avait une séance en présentiel où on présentait le projet, le promoteur présente le projet, puis en même temps, les citoyens peuvent poser des questions tout de suite. Alors, on a scindé cette étape-là en deux. Donc, on a d'abord mis l'information en ligne, on a présenté par petites vidéos les projets, et ensuite, on a donné 3 semaines aux gens pour nous envoyer leurs questions. Et organiser une séance de questions-réponses par la suite, et ensuite, on revient encore à des délais habituels. Ce qui est important pour nous, on se disait comment on va faire participer des gens qui n'auraient pas accès justement à l'Internet. Et c'est là qu'on a pensé, on s'est dit, à peu près tout le monde a un téléphone, donc intelligent ou pas, on peut vraiment revenir à permettre aux gens de suivre nos travaux par téléphone, de poser leurs questions en direct par téléphone selon les principes des tribunes téléphoniques. Mais on a aussi prévu une étape par la poste où les gens pouvaient nous faire la demande d'avoir des kits postaux dans lesquels il y avait l'essentiel de l'information déjà imprimée, où il y avait aussi une enveloppe réponse préaffranchie. Donc, comme ça, les gens n'avaient rien tu sais, il ne fallait pas aller au bureau de poste ou bien se préoccuper de quoi que ce soit. Donc, tout était fait pour faciliter la participation, pour que ce soit simple. D'ailleurs, on a un exemple ici. On a vu qu'on a reçu des trousses. Donc, on a effectivement reçu des choses envoyées par les gens à la main où ils nous disaient, voilà mon opinion, voilà ce que je veux, voilà comment est-ce qu'on peut faire les choses. Et on s'est rendu compte que l'utilisation du téléphone était intéressante parce que justement, les gens qui n'avaient pas accès à Internet pouvaient suivre, un peu comme à la radio, toute la séance à travers leur téléphone. Donc, ça a été des choses particulièrement intéressantes. Merci beaucoup. C'est super intéressant de voir un peu que l'innovation, c'est peut-être aussi de prendre quelques pas de recul aussi pour justement voir qu'on ne peut pas juste être que dans le numérique 100% du temps. Effectivement. Ce qui est intéressant aussi, pour faire une petite parenthèse, si vous me permettez, j'ai participé à un atelier en ligne il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, puis ça parlait justement de comment faire la participation ou des événements en ligne dans ce contexte de la pandémie. Le monsieur qui répondait à la question, il a dit « On est dans la phase Napster de l'innovation, des méthodes et les technologies qui sont disponibles pour nous. » Puis je trouvais ça tellement parlant parce que c'est vrai, on voit qu'il y a quelque chose qui change. On voit que c'est vraiment pas du tout la même réalité qu'on vivait avant et qu'on essaie de trouver des solutions, mais on est vraiment toujours en mode d'expérimentation un peu aussi avec ce qu'on peut faire. Donc, sur ça aussi, je comprends que vous avez régulièrement fait une rétroaction justement sur vos activités. Donc, vos constatations comprennent un volet d'évaluation, si on veut aussi. Est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous avez appris un peu? Oui. Bien, écoutez, je vais vous dire, la première chose qui pour nous était importante, c'était qu'on se place dans une position d'apprentissage tout au long du processus. Donc, c'est sûr que de la première consultation qu'on a fait sur l'îlot Sainte-Catherine, à la seconde qu'on a fait sur le PPU des Faubourgs, à la troisième, c'était vraiment important qu'on puisse suivre tout le monde. On s'était donné un certain nombre d'indicateurs. On se posait la question, est-ce qu'on perd, par exemple, des gens qui pourraient ne pas participer? On se pose la question, est-ce que l'information est claire? Est-ce que les temps sont suffisants? Quels sont les bénéfices de faire ça? Donc, à chacune des 5 étapes que je vous ai données, on a fait encore des questionnaires en ligne, on s'est encore donné des mesures, on a encore fait des entretiens, plus des mini-groupes de discussion pour vraiment être sûr que tout était fait du mieux qu'on pouvait compte tenu du temps qu'on avait. Je vous dirais, une des choses intéressantes pour nous, c'est la participation effective. On s'est rendu compte, puis là, je vous donne un exemple avec ce petit tableau sur les 2 consultations qu'on a eues sur le territoire des Faubourgs, où
on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on perd des gens? Alors, vous pouvez voir dans la première colonne, on a le secteur des faubourgs. La dernière fois, c'était la consultation en amont. On avait eu 408 personnes qui avaient participé en présentiel. Là, on ne pouvait plus, on en a eu 0. En présentiel, je me souviens que c'était une soirée très, très, très intense, hein, parce qu'on essayait vraiment de répondre au plus de gens possible. Et on avait fait ça à l'Écomusée du Tiers-Monde. On n'avait pas assez de place assise. Il y a eu des gens qui sont restés 2-3 heures debout pour pouvoir poser leurs questions. Et on a réussi à traiter les questions de 24 citoyens. En allant en virtuel, on a reçu 158 citoyens nous ont envoyé des questions, au-delà de 250 questions qu'on a pu traiter de façon assez efficace en quelques heures. Ça a été intéressant, on a pu en regrouper certaines, on a pu en poser en direct et on a ouvert la tribune téléphonique. Donc, si les citoyens voulaient avoir un complément d'information, ils pouvaient revenir et poser leurs questions. Au niveau des opinions, la même chose. On a eu dans la première phase, on avait eu 245 mémoires, donc oraux, des écrits, des participations en ligne ou des mémoires. Cette fois-ci, on en a eu 139. On pourrait se dire, ben là, il y a une perte de qualité, mais en même temps, on ne peut pas exactement comparer les deux consultations parce qu'en amont, il n'y a pas encore de projet. Si les gens sont venus en amont, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient dans le projet, c'est sûr qu'ils ne reviendront pas. Et on l'a constaté, aucun des citoyens qui étaient venus dans la première partie ne sont revenus dans la deuxième. Dans la deuxième, une nouvelle série de personnes sont venues nous présenter leur opinion par rapport au projet qui était effectivement sur la table. L'autre chose qu'on se dit, les 158 citoyens qui ont envoyé des questions, s'ils ont eu une réponse satisfaisante, ou peut-être pas satisfaisante, mais malheureusement, on ne peut rien y faire, à leur réponse, ben c'est sûr qu'ils ne vont pas nous réécrire pour nous redire leur opinion qu'ils nous ont déjà dite par téléphone. Donc, si on regarde les deux, on est dans le même ordre d'idées. Puis là où ça a explosé, c'est au niveau des visionnements, c'est-à-dire ça fait quand même assez longtemps qu'on fait de la web diffusion. On avait eu 1417 personnes qui avaient participé la première fois. Et cette fois-ci, on a eu 2650 personnes qui se sont branchées. Donc vraiment, c'est des possibilités exponentielles de travailler avec du monde sur des sujets intéressants et de leur permettre d'atteindre leurs objectifs là-dessus. En fait, si je reviens au fait saillant de notre évaluation, ce que ça nous a dévoilé, c'est d'abord que l'exercice remplit les objectifs de consultation publique, c'est-à-dire que les gens sont capables de s'informer, sont capables de poser des questions, d'obtenir des réponses à leurs questions et ensuite de formuler une opinion éclairée. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de perte de qualité entre les différentes étapes. On a posé la question aux gens, est-ce que vous avez l'habitude de suivre nos processus? Et ça, c'était quand même intéressant. Plus de la moitié des gens nous ont dit non, c'est la première fois qu'on participe à un de vos processus. Donc, en ce sens-là, ça veut dire qu'on avait atteint des nouvelles personnes qui, normalement, ne se seraient pas déplacées pour venir participer à nos processus. Et ils ont trouvé que ça valait la peine. Et ceux qui avaient déjà participé ont dit non, pour nous, c'est à peu près la même chose. L'autre chose qui est surprenante, je dirais, dans les faits saillants de l'évaluation auquel on ne s'attendait pas, c'est que la plateforme technologique rend l'exercice d'audition des opinions moins protocolaire et plus agréable pour les participants. Les citoyens nous ont dit, on se trouve plus proche des commissaires que lorsqu'on était dans la salle traditionnelle. On est capable, on a l'impression qu'on peut converser, on se sent plus à l'aise pour donner notre opinion. On n'a pas toute la foule derrière nous à se préoccuper. Donc ça, c'était vraiment, vraiment une chose intéressante au niveau de l'expérience de participation. Par ailleurs, je vous l'ai dit, on s'est rendu compte que les gens sont beaucoup plus jeunes, hein, 25-44 ans plutôt que 45-70 comme on a d'habitude. Plus de la moitié. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là de voir qu'ils se sont connectés. 60%, comme je vous disais, de ceux qui ont répondu au questionnaire d'évaluation en étaient à leur première participation et plus de la moitié de ceux qui ont envoyé des mémoires et tout étaient aussi à leur première participation. Fait intéressant que je n'ai pas noté sur le PowerPoint, mais qui va t'intéresser, Catherine. On a perdu les femmes. On avait, grâce à notre travail à MTL, effectivement arrivé depuis 2 ans à être dans une zone de parité. Et là, on s'est rendu compte que j'avais les chiffres ici, que sur les gens qui étaient connectés sur notre plateforme YouTube, on a
YouTube, attendez, ici. Oui, YouTube, on a seulement 30% des personnes qui se sont connectées qui étaient des femmes. Et si on regarde à partir de notre page Facebook, on est à 42%, donc on est vraiment encore un petit peu en dessous de la zone de parité. Par contre, sur notre site web, c'est encore, ceux qui se connectent à partir de notre site web, c'est encore une majorité de femmes. Mais il faut quand même se poser la question. On n'a pas encore eu le temps de faire l'analyse au niveau des opinions déposées, mais ça va faire partie des choses qu'on va faire. Parce que pour nous, c'est très, très, très important qu'on n'exclue personne. Donc, il faut se poser la question, c'est quoi l'hypothèse qui fait que les femmes participeraient moins en ligne? Quand, dans toute notre expérimentation, la possibilité de participer en ligne, c'est ce qui avait permis d'atteindre plus de femmes. Donc, est-ce que c'est parce qu'elles sont plus occupées? Est-ce que c'est parce qu'elles ont encore la tâche des enfants? Hein? On n'a plus la halte garderie, on n'a plus un certain nombre de choses. Donc, ça va être intéressant de se poser la question dans les prochains mois et de voir avant la prochaine étape de participation, les consultations qu'on va lancer cet hiver et ce printemps, comment est-ce qu'on arrive à retrouver cette espèce d'espace de parité. C'est effectivement très intéressant, en fait, parce que justement, on savait au préalable aussi qu'il y avait plus de femmes qui participaient justement avec l'option numérique. Je me demande aussi, une des choses, on a fait une petite consultation ici à Concertation Montréal en début de pandémie aussi pour voir un peu comment ça se passait. Puis, un des constats, en fait, c'est que maintenant, la participation est plus familiale parfois aussi. Donc, oui, on est en train peut-être de souper ou de préparer notre souper et tout, mais c'est toute la famille qui est autour de la table. Donc, ce serait intéressant pour vous, je vous lance ça comme idée aussi, de poser la question, est-ce que vous le regardez seul ou avec votre famille, avec votre femme, avec vos enfants, avec d'autres personnes et tout? Tout à fait. L'autre hypothèse qu'on a faite et qu'on est en train de vérifier, c'est sûr qu'on obtient des données à partir de ce qui est disponible, mais effectivement, est-ce que toute la famille est là? Ou est-ce que le profil qu'on nous envoie, c'est le profil d'un conjoint plutôt que de l'autre conjoint alors qu'ils utilisent le même ordinateur ou etc. Donc, effectivement, il y a là un champ d'expérimentation certainement et de questionnement. C'est super intéressant. Puis, en fait, c'est intéressant de voir aussi que vous prenez le temps d'investir à faire une évaluation afin de bien comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, ce qui semble bien fonctionner ou non, et que vous expérimentez vous-même un peu aussi pour voir qu'est-ce qui peut se faire en termes de consultation publique dans ce contexte de la pandémie. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des leçons que vous avez déjà appris ou des bons coups, des choses à retenir même après la pandémie aussi que vous pouvez nous partager? Absolument. Hein? J'avais intitulé ma présentation Splendeur et misère. Il y a des choses splendides qu'on a appris. Dans les leçons apprises, notamment, on note qu'on gagne le maintien des processus de démocratie participative et ça, c'est très, très, très important pour les gens. Je vous l'ai dit, on a constaté une diversification de la participation au niveau des âges, surtout au niveau de l'âge, je dirais, mais aussi au niveau de l'habitude de participation. Hein. On a des nouveaux adeptes de la participation. La collégialité dans l'expérience, une meilleure préparation de toutes les parties prenantes. Ça, c'est une chose que les gens ont vraiment appréciée du fait qu'on ait scindé en deux notre séance d'information. Les gens disent, on peut avoir une meilleure préparation. On peut retourner entendre les présentations alors que normalement, on a le 15 minutes de la pause pour écrire vite, vite, vite notre question. Là, on peut vraiment prendre le temps de réfléchir. Et on s'en rend compte aussi au niveau des opinions qui sont exprimées. Elles sont vraiment plus réfléchies, les questions sont mieux formulées, plus complexes, des fois aussi plus spécifiques. Ça enlève la barrière du temps. Quand les gens venaient en présentiel, on les limitait à 2 questions. Là, il y a des gens qui nous ont envoyé jusqu'à 15 questions. Donc, ce qu'on risque de conserver, c'est bien sûr cette séance d'information-là en 2 parties distinctes. Le fait qu'on se rend compte aussi quand on analyse qu'il y a autant de gens qui se connectent par la suite que de gens qui nous regardent en direct. Donc, tout le principe de la participation asynchrone va devoir demeurer là. Et aussi la possibilité de participer à distance, parce que ce serait un peu bizarre, même quand on pourra le faire, qu'on dise aux gens désormais, il faut que vous reveniez dans la salle quand on vient tous de faire des apprentissages grand V et de voir que ça peut être très efficace lorsqu'on est chacun chez soi
et même que ça améliore l'expérience. Au niveau des misères, qu'est-ce qu'on perd? On perd certainement des groupes de citoyens qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Par les entretiens qu'on a faits, on s'est rendu compte, contrairement à ce qui était, je vous dirais, la réalité que les gens nous décrivaient le printemps dernier, quand ils disaient: «Non, non, non, il n'y a pas de problème, on va s'arranger». Là, les gens, quand on leur parle, on leur demande: «Mais pourquoi vous avez participé par téléphone?» par exemple. Les gens vont nous dire: malheureusement, j'ai perdu mon emploi. La première chose qui est partie, c'était l'Internet à la maison, par exemple. Et ça nous questionne beaucoup au moment où on s'apprête à faire plus de virtuel. Même chose au niveau de l'usage. Les gens nous disent: j'ai eu beau essayer, je ne suis pas vraiment capable. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui puisse me servir d'intermédiaire pour mieux comprendre comment on utilise tout ça. Donc, toute la notion de médiation. On réalise aussi qu'on a perdu un espèce de sentiment d'urgence de participation. Avant, quand on convoquait les gens à une certaine soirée, ils savaient que c'était ce soir-là ou c'est fini. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui laissent passer les délais puis nous appellent en disant: «Est-ce que je peux encore envoyer une question? Est-ce que je peux encore donner mon opinion? Jusqu'à quand j'aurai pour donner mon opinion?» Donc, on se rend compte que dans le quotidien des choses, il y a peut-être là quelque chose à travailler ou nous-mêmes à adapter nos processus pour tenir compte de cette nouvelle façon de travailler. Mais je dirais ce qui est le plus difficile pour nous, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qu'on sent qu'on perd, et c'est ce que les gens nous ont dit aussi, c'est les échanges informels qui favorisaient la construction collective des consensus. Quand on avait des sujets très controversés, on n'en a pas ces jours-ci, mais quand on en avait, je pense par exemple aux voies d'accès du Mont-Royal, des choses qui vraiment tenaient à cœur aux gens, le fait d'être tous dans la même salle, d'entendre l'opinion des uns, d'entendre l'opinion des autres, les gens venaient en disant: «J'ai écrit ça dans mon mémoire, mais en fait, maintenant que j'entends monsieur un tel dire ça ou madame un tel dire ça, peut-être qu'une solution acceptable serait cette voie-là». Et là, maintenant qu'on est en petits groupes pour toutes sortes de questions de bande passante, toutes sortes de choses, qu'on n'est pas largement diffusé, on perd cette dimension-là, où parfois les gens commençaient très fâchés en ayant une impression, puis en parlant simplement avec quelqu'un, ça faisait baisser la tension. Les gens restent beaucoup plus campés sur leur position dans le modèle actuel. Donc, c'est à la fois moins formel en termes de l'interaction entre les commissaires ou les personnes qui président une session et les participantes, mais aussi, c'est intéressant de voir cette Oui. question de formalité-là. Hein. Oui, Parce oui. que c'est aussi, on perd un peu l'informel dans le sens où on peut changer d'opinion ou peut-être la gêne qui n'est pas là, si on peut parler directement avec une personne n'est pas là non plus, c'est question d'intimité Exactement. un peu aussi. Exactement. Donc, ouais. Donc, ça fait partie des choses qui sont un peu plus tristes, je dirais, puis sur lesquelles nous, on va vouloir travailler. Mais tu parlais de leçons apprises tout à l'heure. C'est clair que pour nous, même après la pandémie, cette espèce de saut qualitatif de l'expérience, on aimerait ça le garder, même si on revient à des consultations plus hybrides ou enfin, avec des éléments de présentiel et des éléments de virtuel. Il va falloir qu'on entretienne cette espèce de saut qualitatif qu'on a pu faire. Mais ceci dit, ça nous laisse quand même avec tout un ensemble de questions et un gros programme de travail pour les prochains mois. Entre autres, on se pose la question de l'adaptabilité de notre modèle. On a eu la chance d'avoir que des consultations formelles, des consultations qui sont prévues par la loi, donc avec un mécanisme qu'on connaît bien sur des changements réglementaires. Mais si on devait avoir demain une consultation du type de celle qu'on a faite, par exemple, sur le racisme, où il fallait que les gens aient des espaces de discussion, si on devait avoir des consultations en amont qui demanderaient aux gens de construire ensemble des choses avec des techniques qu'on utilisait comme les ateliers cartes et maquettes et tout ça. Donc, ce serait intéressant de voir comment ça peut s'adapter parce que, moi, je le dis souvent à mes commissaires, nous, on est des spécialistes de la participation. Quand on s'installe pour faire de la participation, on est dans un milieu qui est optimal. On a notre ordinateur, on a notre grand écran, notre attention est là-dessus. Et de plus en plus, on se rend compte que dans ce modèle virtuel-là,
le récepteur à l'autre bout peut être en train de faire n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui a juste accès à un petit téléphone, donc qui nous suit là-dessus, ou qui est au téléphone et qui nous suit juste en nous écoutant. Ça peut être des personnes qui sont en train de faire leur marché, mais qui ont leur écouteur, puis distraitement, ils nous regardent. Ou ça peut être des gens qui ne sont pas dans des positions physiques pour pouvoir participer parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop de gens, etc., etc. Donc, il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à l'adaptabilité de notre modèle virtuel à toutes sortes de types de consultations. Bien sûr, au relais à mettre en place pour joindre les personnes qu'on pense avoir perdues. Autrefois, on avait, je dirais, un des grands changements qu'on avait fait dans les 6 dernières années, c'était ce que j'appelais le renversement du paradigme, c'est-à-dire qu'on partait de venez chez nous à 19h jeudi soir, à allons dans vos milieux de vie. Puis on avait réfléchi à toutes sortes de façons de participer dans les milieux de vie. À l'heure actuelle, les milieux de vie sont plutôt restreints. Donc, il faut donc repenser quels sont nos lieux où on va pouvoir parler aux gens à un moment où ils sont prêts à nous écouter et disposés à participer. Bien sûr, la question de la vulgarisation des contenus, ça fait sentir. J'ai un bel exemple dans une de nos dernières consultations où la question du citoyen, c'était « Est-ce que je vais perdre ma vue? » Et la réponse du fonctionnaire, c'était « Ben écoutez, on a accepté un COS 12 et puis une densité 9. » Alors qu'au fond, on aurait pu penser que la réponse, c'était oui ou non. Alors, il faut vraiment qu'on travaille avec les promoteurs, avec la ville pour que clairement, comme les gens ne sont pas là pour poser une deuxième question, pour demander des précisions et qu'on ne voit pas leur non-verbal, donc pour voir comment est-ce qu'on peut vulgariser les contenus et rendre tout ça plus dynamique. Puis finalement, il va falloir qu'on s'interroge sur, maintenant qu'on est en compétition avec les écrans de télé, les autres réunions, les autres offres sur Internet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de communication et de mobilisation quand on veut faire des choses qui sont grandement virtuelles? Bien, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Je suis vraiment contente aussi. Moi, je me suis connectée aussi pour voir qu'il y a des questions qui rentrent dans le chat. Donc, on est prête pour la période des questions. Et pour toutes celles et ceux qui écoutent, je vous invite à continuer à mettre vos questions soit dans le chat directement ou dans la boîte questions-réponses aussi. On a un collègue aussi, donc shout-out à Mathieu, qui nous aide à gérer tout ça. Merci de ton appui. Donc, une des questions est, est-ce que la différence de participation homme-femme est moins marquée depuis la réouverture des écoles et des garderies? En fait, on a fait des consultations que depuis la réouverture des écoles et des garderies. Donc, je ne peux pas dire que c'est une donnée qu'on a à l'heure actuelle. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a moins de femmes qui participent maintenant qu'on en avait l'année dernière. Ou peut-être tout simplement que la participation homme qui était en présentiel s'est transposée en virtuel aussi. Il y a peut-être là un ajustement qu'il nous faudra considérer. Parfait. Puis, on a une autre question aussi, puis je vais pouvoir répondre directement, c'est est-ce qu'on va avoir accès à le document de présentation de Mme Olivier? Où il sera rendu disponible? Non. Donc, on est en train d'enregistrer cette conversation maintenant, donc ça serait rendu disponible déjà sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous invite à le consulter peut-être dans quelques jours aussi, où vous allez pouvoir toutes les diapos qui ont paru déjà à l'écran. Et sinon, Mme Olivier, j'ai entendu, elle a accepté, oui, de partager l'information avec vous aussi directement. Donc, oui, c'est possible. On va pouvoir vous partager l'information. Une autre question aussi, c'est qu'est-ce qui vous a surpris le plus grand quand vous avez effectué l'étude sur la légitimité des consultations publiques numériques? C'est intéressant, c'est une question très, très, très intéressante. Ce qui nous a surpris le plus, ça a été le haut taux de crédibilité que l'Office avait. C'est-à-dire que les gens commentaient, que ce soit dans les entretiens ou sur les questionnaires, les gens nous disaient « C'est vrai que les consultations virtuelles ne sont pas toujours crédibles, c'est pas toujours facile, mais on a confiance que si c'est imaginé par l'Office, ça va fonctionner, ça va être accessible, ça va être transparent et ça va être crédible. »
Alors ça, je dirais que ça a été notre plus grande surprise. On savait qu'on avait jalousement travaillé sur cette, crédibilité-là, mais de voir qu'elle se transposait aussi dans l'espace numérique, c'était intéressant. L'autre chose, c'était de voir l'appréciation des gens du fait qu'on pouvait avoir une attitude réflexive, c'est-à-dire dire: «OK, on le sait que ce ne sera pas parfait, on va s'améliorer d'exercice en exercice, mais venez avec nous, accompagnez-nous dans cette amélioration-là». Donc, ça aussi, ça a été intéressant de voir le nombre de personnes qui, se sont prêtées au jeu. C'était quand même des entretiens qui duraient 30-45 minutes, où on passait vraiment en détail chacune des parties, donc ça a été intéressant de voir la générosité des gens pour être associés à nos processus d'amélioration continue. Super. Puis, un des enjeux aussi que vous avez déjà mentionné, on a une question là-dessus, c'est la question de représentativité des personnes moins représentées. Donc, quels efforts est-ce que vous avez mis pour justement assurer la participation des personnes qui sont les moins représentées lors de la participation publique? Ben, écoutez, ça a été, je dirais, quand on a fait notre enquête, l'automne dernier, où on a parlé aux personnes qui avaient présenté devant les commissaires, mais sans aucun support écrit, on a été quand même surpris de voir qu'on était quand même dans un profil plus traditionnel, même si on avait parfois des personnes qui étaient des personnes plus démunies ou des personnes sans emploi, mais c'était quand même des personnes qui avaient un niveau d'éducation qui était quand même assez élevé, plus élevé que ce qu'on croyait. C'était des gens qui, bon, pour toutes sortes de raisons, préféraient le contact humain. Et on a gardé ça à l'esprit quand on a continué. Alors, c'est sûr que pour nous, le relais doit passer par des organismes communautaires Mm. beaucoup. Donc, on a fait des efforts particuliers pour aller mobiliser le milieu communautaire. Une des choses qu'ils nous avaient dites pendant l'enquête du printemps, c'était penser qu'on n'a peut-être pas de personnel, hein, les gens sont peut-être, on n'a peut-être pas pu les garder, ou ils ont d'autres priorités. Ou penser également qu'on ne voit plus les gens comme on les voyait autrefois. Donc, pour nous, ça a été vraiment beaucoup de travailler et de s'assurer que les gens, au niveau des communications et de s'assurer que les gens voyaient et savaient que l'information existait. On a fait de la livraison de trousses postales, de façon assez soutenue. On a trouvé je dirais des poteaux dans les milieux, hein. Je pense au secteur des faubourgs, entre autres, avec le quartier Centre-Sud. Donc, des gens qui disaient: «Oui, moi, je peux parler à 5 de mes voisins, je peux ramasser l'information de ces 5 voisins-là, puis vous la restituer par la suite». Donc, on a vraiment essayé, autant que faire se peut, de faciliter l'accès à la participation. J'ai une question qui est peut-être liée à ça aussi. Quelqu'un nous demande, est-ce que vos super citoyens ou citoyennes sont toujours présents en ligne? Donc, la personne dit qu'elle pense notamment aux groupes de femmes dans le faubourg qui venaient en groupe ou à des groupes Voilà. plus militantes qui étaient vraiment présentes ensemble aussi pour Oui, participer. oui, on se souvient que dans les forums ou les activités de storytelling, ils étaient là en grand groupe. On a eu des représentants de ces personnes-là, mais les individus, on ne les a pas revus. On a cherché, on a vraiment cherché, autant que faire se peut à les contacter, puis à les aviser que ça avait lieu. Mais il faut dire que maintenant, quand on est en aval, comme je l'ai dit tantôt, on n'est plus à imaginer le projet, on est vraiment dans de la réglementation. Le langage est plus ardu, ça s'adresse plus à des gens spécialisés dans le domaine et il faut arriver à faire la traduction de ce que les gens nous ont demandé, mais concrètement, ça va vouloir dire quoi, par exemple, pour la circulation sur votre rue? Ça va vouloir dire quoi pour les vues? Ça va vouloir dire quoi pour l'accès au parc, aux équipements publics? Et on se rend compte que les gens étaient quand même assez satisfaits, en tout cas les citoyens étaient assez satisfaits de ce qui s'était présenté, mais il y a quand même des nouvelles préoccupations qui ont émergé dans cette consultation. Oui, c'est dynamique. Hein? Oui, c'est très dynamique. Et là, on se retrouve face, je dirais, presque à une question éthique, dans ce sens que si plusieurs personnes ont demandé quelque chose dans une consultation il y a 1 an et demi, 1 an et demi plus tard, on revient. Les gens qui ont eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont rien dit. Mais là, on a les gens qui sont contre qui de nouveau s'expriment. Alors, comment est-ce qu'on rebalance
cette espèce de portrait de l'opinion publique. Donc, c'est des questions qui nous traversent et qui nous travaillent ces jours-ci. Des fois, c'est juste des questions qui nous amènent à plus de questions aussi, de questionnements. Effectivement, on s'est dit, est-ce qu'il faut remettre les opinions de la dernière fois? Est-ce qu'il faut les reverser dans le cursus de cette consultation-là? C'est assez intéressant. Un travail vraiment en perpétuelle mutation. Donc, on a une autre question aussi. Il y a Simon qui nous demande, pourrait-on développer le concept de séance d'information en 2 étapes et concrètement, comment ça se met en place? Ah oui, bien sûr, on pourrait développer là-dessus. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit au point de départ que ce qu'on allait faire, c'était demander aux promoteurs de nous produire des vidéos de leur projet. Alors, quand je dis promoteur, ça peut être la ville, ça peut être un arrondissement, comme ça peut être un promoteur privé. Si je prends l'exemple de Griffintown, ben, on a du logement social, on a la ville-centre sur de la réglementation, on a un aménagement de parc et on a une école, donc avec le nouveau centre de services scolaires. Donc, on avait plusieurs intervenants et on disait à chaque intervenant de nous produire un petit vidéo qui permettait de voir, de comprendre l'essentiel du projet. Une fois ces vidéos-là disponibles, on ouvrait une période de questions, donc où les gens pouvaient préciser certaines questions et à qui ils voulaient l'adresser. Et on a laissé 2 à 3 semaines, ça dépend des projets, pour vraiment être sûr que tout le monde avait le temps de nous envoyer leur information. Et suite à ça, ben, on a reçu toutes les informations, on les a regroupées. Les questions qui étaient posées le plus souvent, on les a regroupées ensemble. Ce que les gens nous disent, ce qui est intéressant dans l'évaluation par rapport à ça, c'est que c'est 2 choses. La première, c'est que quand on regroupe les questions, puisque le citoyen ne peut pas s'exprimer de sa propre voix, on a une certaine perte d'intention, hein, parce qu'on n'a pas les grands préambules, on n'a pas le « j'habite dans le quartier depuis 20 ans, puis j'ai vu ci et j'ai vu ça et maintenant vous proposez ça ». Alors ça, on a une certaine perte d'intention. Et la deuxième chose que les gens nous disent par rapport à ça, c'est la fameuse question complémentaire. Si la réponse n'est pas super claire de la ville, ça devient un peu le travail du commissaire d'aller revérifier que l'information est vraiment celle que le citoyen voulait avoir. Donc, en ce sens-là, on a encore des petits ajustements à faire, mais pour nous, on s'assure que nos commissaires ont vu l'ensemble des questions. Je vous ai dit, il y en avait 250 dans le PPE des Faubourgs. Ça c'est un travail en soi, qui comprennent bien jusqu'où les citoyens veulent aller et qui puisse être la voix des citoyens dans cette période de questions-là. Et puis après ça, ben, nous, on a utilisé une plateforme Zoom, un peu comme ce qu'on fait maintenant, pour pouvoir avoir accès au téléphone et à la tribune téléphonique en direct. Donc, non, ça se passe, je dirais, j'ai été surprise de la facilité que nous offrent les technologies à l'heure actuelle pour simplifier beaucoup de ces problèmes-là. Les gens qui répondaient au téléphone étaient en télétravail chez eux, et ça rentrait dans un fichier collaboratif, ça s'en allait directement sur le iPad de la présidence de commission. Donc, tout se passait relativement bien. C'est beaucoup moins coûteux qu'on pensait et puis c'est quand même assez efficace. Oui. J'ai une autre question. J'ai peut-être le temps de prendre peut-être 2 autres questions. Donc, une question qui demande de Karine qui dit « Je ne sais pas dans quelle proportion les personnes âgées participaient à vos activités de consultation dans le passé, mais considérant qu'un certain nombre sont moins à l'aise avec le numérique, sont-ils le grand public oublié dans ce virage virtuel? » Ils ne sont pas le grand oublié parce que nous, étant donné que tout est transparent, on a quand même accès à un ensemble de réseaux. Pour nous, quand on a décidé de revenir aux kits postaux, c'était pour répondre à cette question-là. C'était pour se dire, ben, OK, si je suis une personne âgée, j'ai plus de difficultés. Avec toutes ces nouvelles technologies-là, je n'ai pas le goût de les apprendre, hein, ça peut être tout simplement ça. Comment est-ce qu'on peut les faire participer? Et on se rend compte que c'est eux qui participent par téléphone, c'est eux qui participent par écrit, qui nous demandent les trousses postales et tout, alors que c'est beaucoup plus les plus jeunes qui vont participer dans les processus en ligne qui semblent être plus ancrés dans leurs habitudes. Donc, je dirais que au final, c'est la même chose. C'est intéressant. Oui.
J'ai une Ouais. question de Amanda ici qui dit: Trouvez-vous que c'est difficile pour les personnes de participer à des consultations qui leur demandent de se projeter dans le futur, étant donné que on est dans un contexte dynamique et parfois incertain? Tout à fait. On a remarqué ça. Ça n'a pas été les consultations qu'on a dû faire, mais c'est une crainte qu'on a à l'heure actuelle que si on va trop loin, si on demande aux gens de se projeter trop loin, ils vont avoir de la difficulté. L'autre question que nous, on se pose, c'est aussi, et d'ailleurs à cet effet-là, on va reprendre l'enquête au mois de janvier, celle qu'on avait faite le printemps dernier avec le même groupe échantillon. On pense que en mars, avril, personne n'imaginait qu'en novembre, décembre, on serait encore dans cette affaire-là. Pour nous, c'était un mauvais moment à passer, puis ensuite, ça allait tout se rétablir. C'est un peu ce vers quoi on allait avant la fameuse deuxième vague. Donc, on pense qu'il y a peut-être aussi une vague de découragement et de lassitude chez les participants. Et si c'est le cas, ben, il va falloir encore une fois qu'on donne un tour de roue au modèle pour être capable de trouver de meilleures façons de participer. Mais oui, c'est très difficile, c'est plus difficile à l'heure actuelle pour les gens d'aller. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, par exemple, au PPU des Faubourgs, que beaucoup d'organisations, moins de citoyens, beaucoup d'organisations nous avaient envoyé des mémoires, comme quoi que ils ont peut-être le personnel, le temps, c'est un peu ça fait partie de leur travail de se projeter là-dedans, tandis que les citoyens sont peut-être plus dans la gestion du quotidien. C'est pas évident. Non. C'est très particulier. On a une petite dernière question qui vient de Thomas, puis je pense qu'on a le temps de traiter rapidement, qui nous demande: Je suis intéressée à organiser une consultation par et pour les jeunes pour mieux comprendre les enjeux auxquels ils font face. Quels conseils pouvez-vous me partager? Ah! J'avoue, c'est une vaste question comme dernière question. Moi, je dirais, il faut, si on veut regarder par et pour les jeunes, ben, je pense qu'il y a d'abord un peu de formation aussi à leur donner sur les principes de la consultation. C'est quoi une consultation? Il y a plein de ressources qui existent, notamment sur le site du Conseil de l'Europe, avec plein de trucs super intéressants pour intéresser les jeunes. Définitivement un volet numérique, super important, mais en même temps, réfléchir aussi au fait que, avec, par exemple, des plus grands, ça dépend encore de qui on parle quand on parle des jeunes, mais je pense aux secondaires 4 et 5 qui vont peut-être plus à l'école tous les jours, aux gens des cégeps qui sont déjà en ligne. Donc, faire attention aussi de bien identifier avec le groupe cible les questions qu'on va mettre au jeu et le suivi qui va être donné à cette consultation-là. Sinon, en termes d'outils, ben moi, il y a beaucoup de choses qui sont aussi sur notre site et on est toujours très content d'échanger avec du monde en participation citoyenne pour les aider à mieux cadrer une consultation. Donc, ça nous fera plaisir si on nous appelle de répondre. Mais c'est vraiment super. Mais écoutez, merci beaucoup, Madame Olivier, de votre temps, de votre partage, de votre énergie, de votre innovation et de votre ouverture aussi à évaluer vos propres pratiques pour s'assurer que justement, on continue à innover dans la bonne direction, c'est-à-dire de mener des consultations publiques qui sont plus inclusives, égalitaires, plurielles. Sur ce, j'aimerais aussi vous me remercier parce que vous avez quand même mis des petits teasers sur des éléments qu'on retrouve dans notre trousse MTL. Donc, je ne peux pas m'empêcher de souligner quelques bons coups que justement, nous aussi, on a évalués et on a dit que vraiment, c'est super important pour la participation notamment des femmes. Donc, justement, cette question de rétroaction et d'ouverture justement à évaluer nos propres pratiques, se poser la question, est-ce que ce qu'on a mis en place fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pour les bonnes raisons? Qu'est-ce qu'on devrait modifier justement pour pouvoir s'adapter à notre public cible, à le questionnement qu'on a plus précisément pour chaque consultation, entre autres? Aussi l'importance d'égalité, de ce sentiment d'égalité, de rapprochement justement avec les commissaires, avec les présidents, de pouvoir poser des questions, donc de briser un peu ces structures plus hiérarchiques qui font en sorte qu'on se sent peut-être moins à l'aise de s'exprimer ou de participer. Aussi un accompagnement. Donc là, on vient tout juste de parler des jeunes, de l'importance aussi de leur outil, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir comprendre c'est quoi la participation, comment on peut participer, ça amène à quoi. Donc, toute cette question de transparence et tout ça, et de vulgarisation. De s'assurer que ce qu'on dit
est accessible pour notre public cible, que les personnes peuvent comprendre les enjeux, peuvent s'exprimer là-dessus et qu'on peut avoir justement une conversation là-dessus qui est justement ouverte aussi et qui favorise une participation dans le sens qualitatif aussi de l'expérience de la participation qui est positif et qui nous donne envie de continuer justement à construire notre ville. Donc, sur ce, oui, un grand merci encore une fois à Mme Dominique Olivier, à l'Office de consultation publique de Montréal. Un petit rappel aussi de nous suivre sur nos réseaux sociaux, CMTL. On va vous partager, c'est sûr, l'enregistrement de cette séance aujourd'hui et toute l'information dont vous avez besoin pour participer à notre événement de lancement de notre trousse MTL. Sur ce, je vous souhaite toutes et tous une excellente journée et un grand merci pour votre participation en ligne aussi aujourd'hui. Merci.